Une fillette de 12 ans est assassinée à son domicile. La police retrouve peu de preuves médico-légales sur le lieu du crime et l'enquête piétine. Mais les experts n'ignorent pas que lorsque les criminels quittent une scène de crime, ils emportent avec eux des indices. Et dans cette affaire, c'est l'empreinte génétique de sa victime que l'assassin a transportée. Le décès d'un enfant est bien sûr la pire tragédie que peuvent endurer des parents. Lorsque la mort est provoquée par un accident ou une maladie, la perte est irréparable. Mais lorsqu'il s'agit d'un meurtre perpétré dans la maison familiale, un abîme se creuse à jamais. La petite ville de Waseca est située entre deux des 10 000 lacs que compte le Minnesota. Une communauté tranquille qui ne déplore quasiment aucun crime violent. La maison de Connie Larson et de ses 3 filles se trouve non loin des rives du Loon Lake. Il y a entre 4 et 5 ans d'écart entre chacune d'elles. Mais elles étaient néanmoins très proches. Elles s'adoraient et restaient tout le temps ensemble. Callie était vraiment le bébé de la famille. C'était la fille à son papa. Âgée de 12 ans, Callie Jo est en 5e et adore la gymnastique. Elle était très douée en gym, sans doute parce que c'était sa passion et qu'elle y mettait toute son énergie. Elle adorait vraiment ça. Avec tout son dynamisme et son enthousiasme, elle se débrouillait vraiment très bien. Le 20 avril 1999, après l'école, Callie Jo descend de son bus scolaire et emprunte ce chemin pour rentrer chez elle, comme elle le fait tous les jours. Ce jour-là, Callie Jo est la première à rentrer à la maison. Sa mère et sa sœur sont censées arriver plus tard. On avait une règle dans la famille. Tout le monde devait être à la maison à 5 heures et pas de visiteurs. En fait, c'était l'heure à laquelle je rentrais du travail. On pouvait alors passer du temps en famille. Jamie, 16 ans, est le second membre de la famille à rentrer à la maison. Quand elle ouvre la porte, elle comprend qu'un cambriolage a eu lieu et fait une découverte macabre. Jamie appelle immédiatement sa mère au travail, puis contacte la police. J'ai compris que quelque chose n'allait pas et qu'elle me le cachait. Tout le monde avait beaucoup de mal à regarder en haut des escaliers. Même avec 30 ans de métier, ça a été très dur pour certains enquêteurs. On ne peut pas s'empêcher de se demander comment quelqu'un peut commettre un crime aussi atroce. À l'étage, Callie Jo est morte. Le coup fatal a été porté au niveau de la poitrine, à gauche. La blessure a sectionné l'aorte ascendante. La victime est donc décédée à la suite d'une grave hémorragie interne. J'ai encore beaucoup de mal à me dire qu'elle n'est plus là, à accepter sa mort. C'est tout simplement inconcevable. Je suis père de 2 enfants. Si un tel drame devait frapper l'un d'entre eux, je ne sais pas ce que je ferais. Les livres scolaires de Callie Jo gisent près de la porte d'entrée, ce qui indique qu'elle a peut-être surpris l'intrus. Le tueur est entré par la porte du sous-sol. Il manque de l'argent, des billets de banque anciens, ainsi que la collection de CD des filles. La police scientifique retrouve des traces de sang sur l'escalier et en prélève des échantillons pour les faire analyser. Malgré le désordre, les enquêteurs recherchent des empreintes. On a tendance à se concentrer sur les zones où l'on pense que le meurtrier a pu se rendre. Ensuite, vous étudiez les pièces où les tiroirs ont été ouverts, où des affaires ont été volées ou déplacées. Dans cette maison, presque chaque surface a été analysée à la recherche d'empreintes digitales. Les enquêteurs aspirent les sols moquettés en espérant trouver d'éventuels indices. Ils sont persuadés que le tueur a laissé assez de preuves médico-légales derrière lui pour qu'on puisse l'arrêter. On avait beaucoup d'empreintes. Les aspirations nous ont fourni des centaines de cheveux. Au début, j'ai cru que nous étions bien partis. Quand les officiers de la police judiciaire et les experts se rendent sur une scène de crime, leur premier réflexe est d'interroger les policiers arrivés les premiers afin de recueillir le maximum d'indices et d'informations. Des réflexes idiots comme tirer une chasse d'eau ou utiliser le téléphone peuvent détruire des preuves médico-légales. À l'inverse, noter qu'une porte soit ouverte ou fermée peut également permettre de condamner ou d'acquitter un suspect. Dans le cas qui nous préoccupe,
Les enquêteurs ont méthodiquement passé l'aspirateur dans toutes les pièces de la maison dans l'espoir de récolter cheveux, fibres et microparticules d'objets éventuels. Mais cette quête va-t-elle porter ses fruits? La mort de Kali Joe Larson marque un triste précédent à Waseca. De toute son histoire, la petite ville du Minnesota n'a encore jamais déploré d'homicide. Aujourd'hui, dans cette ville, personne ne se sent plus en sécurité. Personne. Beaucoup plus de gens ont commencé à verrouiller leurs portes. Ça semble un peu léger, mais c'était leur réaction. La police scientifique pensait que le sang retrouvé sur les marches près du corps de Kali Joe appartenait au tueur, mais les expertises médico-légales révèlent qu'il s'agit en fait de celui de la victime. Les enquêteurs espéraient également que le tueur avait laissé des empreintes dans la maison, mais c'est encore un échec. Au final, toutes les empreintes prélevées dans la maison ont été identifiées comme appartenant aux membres de la famille ou à leurs amis. On n'a trouvé aucune empreinte inconnue. Au départ, l'une des empreintes retrouvées dans le lavabo de la salle de bain s'avère difficile à identifier. Mais finalement, on découvre qu'il s'agit de celle de Kali Joe Larson. Avec le temps, Dave Peterson apprend à reconnaître facilement le dessin unique de l'empreinte de Kali Joe. Elle formait une sorte de boucle, avec une autre par-dessus, qui se rejoignait de l'autre côté. C'est unique. On ne voit pas ce genre de choses très souvent. La seule autre preuve physique retrouvée sur la scène du crime, ce sont deux cheveux inconnus. L'un trouvé sur le corps de Kali Joe, l'autre sur le tapis. Mais tant que vous ne savez pas avec quels cheveux les comparer, ils ne servent strictement à rien. Comme les cheveux n'ont plus de racines, il est impossible d'en analyser l'ADN. Un voisin déclare avoir remarqué un inconnu près de la maison des Larson à l'heure approximative du crime. Voici son portrait robot. Un autre voisin affirme avoir aperçu un pick-up noir dans le quartier. Les policiers fouillent leur dossier à la recherche d'individus correspondant à ce signalement et ayant déjà commis des cambriolages ou des crimes sexuels. Ils identifient 12 suspects potentiels. On les a appelés les 12. C'était les 12 suspects qu'on ne pouvait pas exclure de l'enquête, notamment pour des questions d'alibi. L'un de ces 12 s'appelle Donald Blum, un délinquant sexuel déjà condamné. Blum retient particulièrement l'attention des enquêteurs car il est également suspecté de l'enlèvement et du meurtre de Cathy Poirier, 19 ans, caissière dans une épicerie de Moose Lake, seulement à quelques heures de route. Voici les images de l'enlèvement, enregistrées par la caméra de surveillance. Malheureusement, elles ne sont pas assez nettes pour permettre l'identification du ravisseur. La police apprend que Blum s'est rendu plusieurs fois à Waseca à l'époque du meurtre de Kali Joe. Il conduit également un pick-up noir, comme celui qui a été repéré près du domicile des Larson. On m'a bombardé avec tellement d'informations que je ne voulais plus rien savoir. Mais plus j'en apprenais sur Donald Blum, plus nous étions intrigués par la possibilité que c'était peut-être lui. Blum nie toute implication dans le meurtre de Kali Joe et affirme avoir un alibi pour le jour du crime. À l'approche de l'hiver, Waseca commence à perdre espoir. Novembre et décembre ont été des mois très difficiles. Tout le monde était vraiment déprimé. Malgré plus de 30 000 pages de rapports et de nombreux cartons remplis d'indices, les enquêteurs ne sont toujours pas plus avancés que le jour du crime. À ce stade, nous n'avions absolument rien. Je m'inquiétais beaucoup, je me demandais si cette affaire serait un jour résolue. L'enquête piétine. La scène de crime est dépourvue d'indices. Pas d'empreintes digitales, ni de traces de pas. Seuls 2 cheveux, appartenant vraisemblablement au meurtrier, pourront ultérieurement être comparés à ceux d'un suspect. Par ailleurs, grâce au témoignage des voisins, la police a pu établir un portrait robot de l'assassin, sans obtenir davantage de résultats. L'affaire va-t-elle être classée sans suite?
Le meurtre de Khalid Joe va-t-il rester impuni? Tandis que les parents de la fillette et les enquêteurs ne parviennent pas à se résigner, une vague de vols avec effraction terrorise la petite ville de Wassika. Plusieurs cambriolages sont signalés non loin de la maison des Larson. Le cambrioleur laisse derrière lui un indice. Une empreinte de chaussures de sport dont la semelle présente un motif en zigzag très particulier. Comme la plupart de ces cambriolages ont eu lieu pendant mes gardes, je prenais les choses très à cœur. Lors d'une patrouille de routine près du quartier des cambriolages, l'officier Marquesson repère un homme qui marche sur le trottoir. Au moment où Marquesson le dépasse, l'homme change soudain de direction. Tout ça ne voulait pas dire grand-chose, mais j'ai senti mes poils se dresser dans ma nuque. Marquesson s'arrête pour poser quelques questions à l'homme. Ce faisant, il remarque quelque chose de familier. En regardant par terre, Marquesson a identifié une empreinte de pas dans la neige qui ressemblait à celle qu'on avait retrouvée sur certains des cambriolages. Il l'a fouillé et a trouvé dans sa poche un grand tournevis et une lampe de poche. Des outils de cambrioleur. Cet homme n'avait aucune raison de se promener dans ce quartier à 8 heures du soir avec un tournevis et une lampe de poche sur lui. Il s'agit de Lorenzo Sanchez, un immigrant clandestin venu du Mexique. Sans surprise, l'arrestation de Lorenzo Sanchez met un terme à la vague de cambriolage de Wassika. Au domicile de Sanchez, la police retrouve des objets volés lors des cambriolages, ainsi que de nombreux CD, mais pas ceux dérobés dans la maison de Khalid Joe Larson. Au fond d'une penderie, la police met la main sur 2 étuis de rangement à CD. Guidés par une intuition, les enquêteurs les prennent en photo pour les montrer à Connie Larson. Un officier est venu me voir avec une photo des étuis à CD et m'a dit « On a trouvé ça, je voudrais que vous les regardiez pour savoir si vous les reconnaissez. » J'ai regardé la photo, c'était bien ceux de Cali. Sanchez nie avoir volé ces étuis et déclare qu'ils lui appartiennent. Je les ai achetés dans un magasin. Presque un an s'est écoulé depuis le meurtre de Khalid Joe. Les enquêteurs espèrent retrouver des preuves sur les étuis à CD. Mais il y a un problème, leur revêtement extérieur est en vinyle. Pour commencer, il est quasiment impossible de prélever des empreintes sur ce type de surface. Et si vous y parvenez quand même, vos chances d'obtenir une empreinte exploitable et identifiable sont encore plus minces. Les étuis sont tout de même analysés par Dave Peterson. J'ai ouvert l'avant-dernière page du second étui et j'ai trouvé un cheveu blond entre les feuilles de plastique. J'étais assez excité par cette découverte. J'ai senti mon cœur battre plus fort. On analyse le cheveu pour en identifier l'ADN. Ensuite, Peterson recherche des empreintes sur les petites pochettes en plastique où l'on insère chaque CD. Pour ce faire, il utilise les vapeurs d'une colle de type superglue. J'ai suspendu les 2 étuis à CD sur une barre. Puis j'ai ouvert en éventail les pochettes en plastique qui se trouvaient à l'intérieur. Ensuite, j'ai fait chauffer la colle. Les vapeurs émises ont adhéré aux dernières traces d'humidité contenues dans l'empreinte, faisant apparaître en blanc les détails de son relief. Peterson ne trouve qu'une seule empreinte sur la toute dernière pochette du 2e étui à CD. L'empreinte présente 2 boucles qui se chevauchent, un motif caractéristique que Peterson reconnaît aussitôt. L'analyse confirme qu'il s'agit bien de l'empreinte de l'annulaire droit de Khalid Joe. À ce moment-là, j'ai appelé Bob Berg pour lui dire « Je crois que j'ai quelque chose pour vous. » Je n'en croyais pas mes oreilles. À ce moment-là, j'ai su que c'était notre homme. J'en étais convaincu.
Nous n'avons pas trouvé les empreintes du suspect sur le lieu du crime. On a travaillé en sens inverse. Nous l'avons retrouvé en possession d'un objet qui provenait de la scène du crime. Le cheveu blond retrouvé dans l'étui à CD ne fait que confirmer les faits. Les tests ADN révèlent qu'il appartient bien à Khalid Joe. Malgré les preuves, Sanchez continue de nier son implication dans le meurtre, car tous ces indices indiquent seulement qu'il était en possession d'un objet volé. Mais la police dispose encore d'une dernière preuve, les 2 cheveux inconnus retrouvés chez les Larson. Le laboratoire de la police scientifique reçoit ces 2 cheveux, ainsi qu'un cheveu prélevé sur Lorenzo Sanchez. Pour les analyser, les experts utilisent une nouvelle méthode de test ADN. L'ADN mitochondrial s'analyse de façon spécifique. Quand on n'obtient aucun résultat à partir de l'ADN nucléaire, on se rabat sur un test mitochondrial. Les mitochondries vivent en dehors du noyau cellulaire. Pour ce test, chaque échantillon de cheveux est placé dans un petit tube où il change de forme pour passer à l'état liquide. Les impuretés sont extraites, ne laissant que de l'ADN purifié. Ensuite, on produit des millions de copies du fragment mitochondrial à séquencer. Une fois complété, le docteur Holland peut lire le code génétique des cheveux retrouvés sur les lieux du crime. Cet élément a confirmé que les cheveux appartenaient bien à M. Sanchez. 2 techniques sophistiquées ont été utilisées pour confondre Lorenzo Sanchez, l'assassin présumé de la petite Khalid Joe. Le relevé d'empreintes digitales sur l'étui de CD à l'aide d'une vaporisation de colle extra forte et une analyse mitochondriale d'ADN sur les cheveux retrouvés sur la scène de crime. Les 2 expertises sont positives. Pour autant, même face aux preuves qui l'accablent, Sanchez continue de clamer son innocence. Peut-être n'ignore-t-il pas que face à un grand jury, les indices dont dispose la police seront insuffisants pour le faire condamner. L'ADN mitochondrial ne permet pas une identification définitive, alors que l'ADN nucléaire, oui. Étant donné que l'ADN mitochondrial se transmet de la mère à ses enfants, tous les enfants Sanchez présentent le même profil d'ADN mitochondrial. 2 des frères de Lorenzo Sanchez ont séjourné à Huasica, un frère plus jeune, Miguel, et un demi-frère plus âgé, Pedro. Pedro déclare avoir un alibi que la police vérifie. Il était au Mexique le jour du meurtre de Khalid Joe. Miguel Sanchez se trouvait à Huasica ce jour-là, mais ses fiches de présence prouvent qu'il était à son travail au moment du meurtre de Khalid Joe. Lorenzo reste le seul frère Sanchez sans alibi. Ses feuilles de présence indiquent qu'il ne travaillait pas lorsque le meurtre a été commis. À partir de ces éléments, Lorenzo Sanchez est inculpé de meurtre au 1er degré. Il clame encore son innocence, jusqu'à ce que sa belle-sœur lui rende visite en prison. Les responsables de la prison enregistrent leur conversation. Lors de cette conversation, il a clairement dit « La seule chose qu'ils ont pour m'arrêter, c'est un cheveu. Tu comprends ? C'est tout ce qu'ils ont contre moi. » Sanchez demande à sa belle-sœur d'accuser son demi-frère Pedro du meurtre de Khalid Joe. Elle refuse. Apparemment, il y avait une certaine rivalité entre eux, et le casier de son frère Pedro incluait certains délits violents. Une fois confronté à l'enregistrement de sa conversation, Lorenzo Sanchez n'a plus vraiment le choix. Il finit par plaider coupable de meurtre au 1er degré. Le jury le déclare coupable. Quand Khalid Joe est rentrée chez elle, elle a surpris Sanchez en plein cambriolage. Il a donc éliminé celle qu'il croyait être le seul témoin. Mais ce jour-là, il y avait un autre témoin, les preuves médico-légales.
le cheveu microscopique que Sanchez a laissé derrière lui, ainsi que le cheveu et l'empreinte digitale de Khalid Joe sur l'étui à CD ont permis de comprendre ce qui s'est passé. Lors de sa condamnation, Connie Larson peut enfin s'adresser directement au tueur de sa fille. Dans sa confession et dans la déclaration qu'il a faite, il nous a demandé de le pardonner. En êtes-vous capable? Eh bien, c'est difficile, vous savez. Tant qu'on n'a pas affronté ce genre de situation, on ne sait pas comment on va réagir. Mais étant donné les circonstances, ça n'a pas été trop dur pour moi. Honnêtement, ce jour-là, j'ai voulu tourner la page. 2 ans après le crime, Lorenzo Sanchez est condamné à perpétuité. Aujourd'hui, Connie Larson travaille comme assistante sociale auprès de familles qui ont enduré des événements traumatisants. Elle plaide également pour l'amélioration des bases de données permettant de retrouver des criminels tels que Lorenzo Sanchez, qui passent souvent entre les mailles du filet. Khalid Joe n'est jamais loin de ses pensées. Nous parlons tout le temps d'elle. Nous racontons des histoires à son sujet. Nous lisons ses carnets. Elle fait simplement partie de notre vie, de ce que nous faisons aujourd'hui. Sans la police scientifique, nous n'aurions rien pu faire. Les preuves médico-légales ont été capitales. Ces indices se sont avérés absolument essentiels. Nous n'aurions jamais résolu l'affaire sans ces preuves médico-légales, et Lorenzo Sanchez n'aurait pas été condamné pour le meurtre de Kelly Larson. Cette affaire est malheureusement similaire à d'autres cas de cambriolage ayant mal tourné. Khalid Joe a été sauvagement assassiné car elle a eu la malchance de surprendre un inconnu en train de piller sa maison. Et le prédateur a préféré l'éliminer plutôt que de prendre le risque de laisser derrière lui un témoin. Au cours de cette émission, nous avons vu l'importance de la recherche d'ADN mitochondrial sur un cheveu appartenant au suspect. Bien que les résultats fournis par ce type d'ADN soient moins précis qu'une analyse d'ADN nucléaire, ils ont néanmoins obligé Sanchez à reconnaître son crime et à plaider coupable. Sachez encore que dans le domaine criminologique, les recherches sur l'ADN ne cessent d'enregistrer des progrès. Une étude très récente de l'Université de Californie de Los Angeles permet aujourd'hui de déterminer l'âge d'un suspect grâce à sa salive. L'équipe du professeur Villain a fait appel à un procédé appelé méthylation. Il s'agit d'une modification chimique de l'ADN due à l'incidence de notre environnement, à ce que nous mangeons ou aux produits toxiques auxquels nous sommes exposés. Quand la méthylation se produit, elle provoque l'expression ou l'inhibition de certains gènes, explique le scientifique. Elle ne modifie donc pas la séquence des gènes, mais leur expression, de telle sorte qu'elle permet d'estimer l'âge d'une personne à partir d'un échantillon de sa salive. Lorsqu'il sera possible de réaliser le test avec de la salive, retrouvée par exemple sur un mégot de cigarette ou au dos d'une enveloppe, la police scientifique disposera d'un nouvel outil redoutable pour traquer les criminels. Et c'est sur cette note optimiste que s'achève cette émission. Merci bien sûr de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.